Un silence de plomb lourd et oppressant s'est abattu sur la presqu'île de Saint-Tropez depuis ce crépuscule fatidique du 28 décembre 2026. Les grilles légendaires de la Madrague, habituellement assaillies par les paparazzis en été, sont désormais closes, fouettées par les rafales glaciales du Mistral. Mais derrière ces murs blanchis à la chaux, c'est une inquiétude sourde, qui monte une angoisse qui n'a rien à voir avec le faste du showbiz. Ce qui tourmente les initiés, ce n'est pas le sort des parures quartier des robes Vichy, iconiques, ou des droits d'auteur de celle qui fut l'idole absolue. Non, la véritable tragédie, celle qui a serré la gorge de Brigitte Bardot jusqu'à son ultime souffle, concerne sa seule vraie famille, sa légion d'orphelins à quatre pattes. C'est le sort de ses compagnons de route, ses chiens, ses chats, ses moutons et ses équidés, qui constituaient son unique obsession. Au moment où la France et le monde pleurent, l'icône du cinéma, l'urgence est ailleurs, terre à terre, et vitale. Une problématique logistique brutale émerge alors que les hommages pleuvent, qui, dès demain matin, remplira les gamelles, qui soignera les chevaux perclus d'arthrite et protégera les chiens rescapés des laboratoires qui errent en liberté dans le domaine, sans l'aura protectrice de bébé, sans cette matriarche indomptable qui n'hésitait pas à insulter ministres et présidents pour sauver un seul animal, l'empire qu'elle a bâti, risque-t-il de s'effriter comme un château de sable face à la marée? Sur la Croisette et dans les salons parisiens, les langues de vipères se délient déjà. Les rumeurs cruelles et incessantes prédisent le pire. Certains cyniques murmurent qu'orpheline de sa figure de proue, la fondation perdra son âme ses mécènes et finira par s'éteindre lentement dans l'anonymat. Ils oublient que Brigitte n'était pas qu'une image sur papier glacé. Certes, elle était l'incarnation charnelle de la cause portant ce combat avec une radicalité viscérale qu'aucune autre star n'a jamais égalée. On peine à imaginer une actrice contemporaine reprendre le flambeau avec une telle fureur vengeresse. Mais ce que le grand public ignore, c'est que Brigitte Bardot, dans sa solitude farouchement gardée, n'était dupe de rien, et surtout pas de la fragilité humaine. Elle savait pertinemment que la grande faucheuse viendrait un jour frapper à sa porte. Telle une lionne organisant la survie de sa progéniture, elle a planifié sa sortie de scène avec une rigueur quasi militaire, à des années-lumière de l'image de la starlette ingénue des années 60. Elle a désigné un successeur, mais ne cherchait pas un visage connu ou un héritier de sang. Son choix scellé dans le marbre bien avant que les caméras du monde entier ne convergent vers le Var pour ses obsèques, va en surprendre plus d'un. Pour comprendre l'ampleur de sa stratégie, il faut se pencher sur son testament, un document qu'elle a affûté comme une arme de guerre durant des décennies. Oubliez les drames bourgeois pour de l'argenterie ou des comptes secrets en Suisse. Ici, la décision est froide, clinique et irrévocable. Brigitte Bardot a institué sa fondation comme son légataire universel. C'est l'aboutissement juridique suprême de son mantra répété depuis 1973. L'animal passe avant l'homme, car l'animal est la victime éternelle, tandis que l'homme reste trop souvent le bourreau. Confrontée à la rigidité du droit successoral français, sa manœuvre relève de la haute voltige juridique. Impossible de déshériter totalement un enfant. Nicolas Charrier, ce fils unique avec qui les ponts ont été coupés, brûlés, même recevra donc strictement sa part de réserve héréditaire. Pas un centime de plus, pas un centime de moins que ce que la loi impose. Mais tout le reste, la fameuse quotité disponible, c'est-à-dire l'âme financière de son empire, est irrémédiablement drainée vers la fondation Brigitte Bardot. Elle a méticuleusement transformé son patrimoine en trésor de guerre. Les droits à l'image colossaux, les royalties de ses films cultes et de ses chansons ne serviront pas à financer la vie dorée de descendants, mais à payer des avocats pour traquer les chasseurs. Plus stratégique encore, elle a fait donation de la Madrague à la fondation de son vivant, en s'en réservant l'usufruit jusqu'à sa dernière heure. Par ce geste définitif, elle a verrouillé l'avenir de ces murs mythiques. Jamais ils ne deviendront un hôtel de luxe pour oligarques, ni un musée poussiéreux. La Madrague n'appartient plus au monde des hommes.
Elle est rendue à la nature, aux chats sauvages, aux goélands et à la mémoire de ses combats. Ce n'est pas un héritage, c'est un arsenal pour une guerre éternelle. Dans cette équation complexe de l'après-Bardot, une silhouette masculine se détache discrète mais omniprésente, celle de Bernard Dormal. Depuis leur union en 1992, cet industriel aux convictions politiques tranchées a été bien plus qu'un époux de convenance. Contrairement à Roger Vadim qui a sculpté le mythe ou à Gunther Sachs qui l'a couverte de roses et de luxe, Bernard a offert à Brigitte ce dont elle avait le plus besoin, une stabilité de roc et une forteresse contre le monde extérieur. Il a été le compagnon fidèle de sa réclusion volontaire, acceptant de vivre loin des projecteurs, dans un quotidien rythmé par les humeurs tempétueuses de la star et les besoins impérieux de sa ménagerie. Aujourd'hui, alors que la reine de la madrague a tiré sa révérence, quel est son rôle? Est-il le nouveau patron? Absolument pas. Il est crucial de saisir que Brigitte, avec sa lucidité implacable, n'a jamais confondu sentiment et mission. Si Bernard siège au conseil d'administration, il n'a pas été désigné pour être le visage public ou le stratège de la fondation. Son rôle est plus subtil, presque sacré, il est le gardien du temple. La madrague, appartenant désormais à la fondation Bernard Dormal, s'y trouve dans une situation singulière d'occupant légitime. Il est l'usufruitier de l'intimité de son épouse défunte. Sa mission première est de veiller à ce que la maison ne perde pas son âme, à ce que les rituels immuables, instaurés par Brigitte, soient respectés à la lettre jour après jour. C'est lui qui garantit que les gamelles sont remplies à heure fixe, que personne ne vient profaner ce jardin sacré où reposent que des dizaines de compagnons à quatre pattes, et où Brigitte elle-même a souhaité que son esprit demeure. Cependant, il ne faut surtout pas sous-estimer son influence dans l'ombre. Bernard a été l'oreille attentive de Brigitte pendant plus de 30 ans. Il connaît les dossiers brûlants, les ennemis intimes et surtout les volontés non écrites, ces nuances que le papier notarié ne peut capturer. Il est le rempart contre toute tentative d'édulcoration du message. Brigitte craignait par-dessus tout que son combat ne devienne tiède ou politiquement correct après sa mort. Bernard est là pour s'assurer que la radicalité perdure. Il n'est pas l'héritier du pouvoir, il est l'héritier du fardeau moral. Il est le gardien du phare, celui qui veille jalousement sur le dernier sommeil de l'idole, s'assurant que la lumière de son intransigeance ne s'éteigne jamais sur la presqu'île. Si Bernard Dormal est la sentinelle du passé sous le soleil varois, l'avenir opérationnel de la Fondation repose sur des épaules bien différentes, à des centaines de kilomètres de là, dans la grisaille parisienne. Au 28 rue Vineuse, dans le 16e arrondissement, c'est Ghislaine Elmour qui tient fermement la barre. Ce nom vous est probablement inconnu. Vous ne la verrez jamais monter les marches à Cannes. Pourtant, dans les couloirs feutrés du siège, c'est elle la véritable main de fer, dans un gant de velours. Brigitte Bardot, avec son instinct animal infaillible, avait compris très tôt qu'une star aussi lumineuse soit-elle, ne suffit pas à faire tourner une machine de guerre gérant un budget annuel de plusieurs millions d'euros. Il lui fallait une directrice générale, une exécutante redoutable, capable de transformer ses coups de gueule émotionnels en actions juridiques concrètes et en logistique de terrain. Qu'il s'agisse de financer un hôpital pour éléphants en Thaïlande ou de coordonner des commandos contre les braconniers, Ghislaine n'est pas une héritière spirituelle mystique, c'est une technicienne de la cause. Elle a été formée à la dure école Bardot, où l'urgence est permanente, où l'on ne négocie jamais avec la souffrance animale et où chaque euro dépensé doit être une balle tirée contre les bourreaux. Ce transfert de pouvoir s'est fait progressivement, presque organiquement, à mesure que la mobilité de l'icône déclinait avec l'âge. C'est Ghislaine qui, dans l'ombre, signe les chèques, valide les campagnes d'affichage choc dans le métro parisien et envoie des enquêteurs infiltrer les abattoirs. Bardot était l'âme et la voix tonitruante. Ghislaine et son équipe de choc sont les muscles et le cerveau froid. C'est là que réside la clé de la survie de l'institution. Contrairement à tant d'associations qui s'effondrent, une fois leur fondateur charismatique disparu, la Fondation Brigitte Bardot est une forteresse rodée, soutenue par un fichier de plus de 75 000 donateurs fidèles, et une reconnaissance d'utilité publique qui blinde son statut fiscal. La structure est financièrement insubmersible.
Le défi reste pourtant immense, exister sans le bouclier médiatique de bébé. Fini le temps où un simple coup de fil de Brigitte faisait trembler les murs de l'Élysée. Désormais, l'équipe devra se battre avec ses propres armes, la crédibilité technique et la puissance de feu financière. Brigitte ne voulait pas de courtisans pour lui succéder, elle voulait des soldats. Et aujourd'hui, l'armée est en ordre de marche. Pourquoi n'y a-t-il pas de nouvelles bébé? Cette interrogation hante les plateaux télévisés et les rédactions des magazines People depuis l'annonce de sa disparition. Le monde du spectacle, incapable de concevoir le vide, cherche frénétiquement une réincarnation, un visage pour combler l'abîme laissé par l'icône. Des noms ont circulé cités avec une facilité déconcertante. On a parlé de Pamela Anderson, une alliée sincère, certes, mais trop américaine, trop liée à une esthétique d'une autre époque et dépourvue de cette gouaille parisienne, mêlée à la sauvagerie tropézienne unique à Bardot. Elle n'a pas cette rage française. Qu'il s'agisse d'une jeune influenceuse ou d'une actrice en vogue, aucune ne semble avoir les épaules assez larges pour porter une telle armure. Car c'est là que réside le cœur du problème, ou plutôt la lucidité suprême de Brigitte Bardot. Elle savait qu'elle était unique, et que son combat ne pouvait survivre qu'à travers une armée anonyme, et non une nouvelle diva. Imaginer une relève médiatique relève de l'utopie pure, car le phénomène Bardot constitue une anomalie historique, un accident magnifique dans la matrice du show business. Qui, en cette année 2026, aurait l'audace suicidaire de sacrifier une carrière au sommet, une beauté vénérée par la planète entière, et un confort bourgeois pour s'immerger dans la boue d'une cause aussi clivante que la défense radicale de la condition animale? Quelle influenceuse ou actrice actuelle accepterait d'être vitriolée par l'opinion publique, de se faire traîner dans la boue des tribunaux pour provocation à la haine, simplement pour avoir décrit l'horreur des abattoirs rituels avec une crudité insoutenable, qui est prête à s'enfermer volontairement derrière de hauts murs, entourée non pas de courtisans, mais de chèvres et de cochons, en tirant un trait définitif sur les voyages de luxe, les galas mondains et les médailles en chocolat. L'engagement de celle qu'on appelait bébé n'était pas une posture, c'était une dévotion totale, une obsession dévorante qui confinait au fanatisme religieux. C'était bien plus qu'une passion, c'était un sacerdoce teinté de sang et de larmes. À notre époque aseptisée, où la gestion de l'image de marque est millimétrée par des agences de communication et où le consensus mou règne en maître absolu, cette radicalité brute apparaît comme une gifle salutaire. C'est une authenticité qui dérange autant qu'elle fascine, tranchant net avec l'hypocrisie ambiante. Les vedettes de notre temps se contentent de parrainer des causes propres, positives et parfaitement calibrées pour récolter des cœurs sur les réseaux sociaux, sans froisser les sponsors. On ne les verra jamais monter au front pour insulter copieusement un ministre en direct à la télévision ou pour traiter les chasseurs de gros cons sans le moindre filtre diplomatique. Brigitte, elle avait parfaitement conscience de cette différence fondamentale. C'est pourquoi elle n'a jamais cherché à former une dauphine ou à adouber une nouvelle Bardot. Pour elle, tout ce système de célébrité est une vaste mascarade, une imposture toxique qu'elle a eu le courage inouï de fuir dès 1973. Pourquoi diable voudrait-elle replonger l'œuvre de sa vie dans ce marigot superficiel en nommant une autre starlette qui débarquerait avec son ego surdimensionné, ses agents voraces et ses caprices? En refusant catégoriquement de désigner une héritière, glamour, la passionnariat des animaux envoie un ultime message d'une puissance redoutable. Le combat pour la vie ne doit plus jamais dépendre d'un visage aussi sublime soit-il. Cette lutte doit dépasser l'incarnation individuelle pour devenir l'affaire de tous, une responsabilité collective et non le caprice d'une icône. Le fauteuil de la présidence restera donc symboliquement vacant, vide de toute aura superficielle ou mondaine. Il n'y aura ni sacre, ni couronnement, ni passation de pouvoir sous les flashs. Brigitte s'efface délibérément disparaissant dans l'ombre pour contraindre enfin les médias et le grand public à regarder la réalité. En face, le fond du problème,
la souffrance animale et non plus la forme, c'est-à-dire la star vieillissante. C'est l'ultime pied de nez de la femme la plus photographiée du XXe siècle, s'évaporer pour que seule la cause reste visible et vibrante. Pourtant, ce que la foule éplorée ignore souvent, c'est que le véritable dénouement de cette saga ne se joue absolument pas devant les caméras de télévision, mais dans l'atmosphère feutrée et discrète d'une étude notariale parisienne. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été anticipé, verrouillé et calculé avec une lucidité qui ferait frémir les plus grands stratèges. Si le grand public ne perçoit que les gerbes de fleurs et l'émotion palpable en coulisses, c'est une mécanique juridique d'une complexité rare et d'une précision chirurgicale qui vient de s'enclencher comparable au bruit mat et définitif d'un coffre-fort de banque que l'on verrouille à double tour. Il ne s'agit pas ici d'un simple testament griffonné sur un coin de table, mais d'un véritable système de défense impénétrable, un ensemble de dispositions blindées conçues pour garantir que la Fondation ne pourra jamais dévier de sa trajectoire, ni dans 50 ans, ni même dans un siècle. Brigitte Bardot a instauré ce que les experts juridiques pourraient pas qualifier de pilotage automatique éthique, une sorte de constitution inviolable pour pérenniser son œuvre. Les statuts ont été sanctuarisés de telle manière qu'il sera juridiquement impossible pour les futurs administrateurs, quels qu'ils soient, et quelles que soient dans les pressions, de modifier le nom de la structure, de vendre le siège social historique de la rue Vineuse, ou pire encore, d'édulcorer la ligne politique radicale et intransigeante de la Fondation. Les combats fondateurs qui ont rythmé sa vie, l'abolition totale de l'hypophagie, l'éradication complète de la fourrure et l'arrêt définitif des corridas sont désormais gravés dans le marbre de la loi. Tant que ces atrocités persisteront sur la surface de la Terre, la Fondation aura l'obligation légale et surtout morale de les combattre avec la même virulence, la même rage, sans jamais céder un pouce de terrain à la tentation du compromis ou du politiquement correct. Plus fascinant encore est le sort qu'elle a réservé à la gestion de son image post-mortem. Brigitte a littéralement dressé des barbelés autour de sa propre légende. Elle a formellement interdit toute exploitation commerciale vulgaire ou mercantile de son patronyme. Il est hors de question de voir les marchands du temple écouler des parfums bas de gamme, des lignes de cosmétiques douteuses ou des gadgets souvenirs pour renflouer les caisses sur son dos. Son image dont la gestion exclusive et draconienne est confiée à la Fondation se transforme ainsi en une arme de guerre financière perpétuelle. Chaque fois que le visage insolent de la jeune Bardot illuminera un écran de cinéma quelque part dans le monde, chaque rediffusion de ses films cultes, chaque livre vendu, générera des royalties substantielles qui ne serviront qu'un unique et noble dessein, sauver des vies animales. Elle a réussi ce tour de force magistral de transmuter sa beauté passée, cet objet de désir universel, en une rente viagère éternelle pour les sans-voix. Enfin, il existe une dimension quasi mystique, l'ultime coup de génie de ce plan, que l'on pourrait qualifier de machiavélique au service du bien. Brigitte a laissé des instructions impératives et non négociables pour que la Madrague devienne un sanctuaire inviolé, un temple sacré interdit aux profanes. En obtenant, à force d'une obstination légendaire, l'autorisation préfectorale exceptionnelle d'être inhumée chez elle, au fond de son jardin, aux côtés de ses fidèles compagnons à quatre pattes, elle scelle physiquement et éternellement son destin à celui de sa propriété tropézienne. Elle ne fait pas que s'y reposer pour l'éternité. Elle en devient le genius loci, l'esprit gardien et redoutable des lieux. Cette décision rend la vente de la propriété moralement et surtout pratiquement impossible pour l'éternité. Quel promoteur immobilier avide, quel milliardaire russe ou américain oserait acheter une villa abritant la sépulture de Brigitte Bardot au milieu de son jardin? C'est un verrouillage définitif et brillant contre la spéculation immobilière qui ravage la Côte d'Azur. Par ce geste ultime, elle s'ancre dans le sol de Saint-Tropez, pour toujours obligeant ainsi la Fondation à entretenir ce lieu comme on entretient un mausolée ou un temple sacré.
Le saut final de cette épopée n'est pas un banal document papier, c'est une fusion charnelle et mystique entre la femme, la terre de Provence et la cause animale. Brigitte Bardot est morte, certes, mais elle s'assure ainsi de demeurer pour les siècles à venir la sentinelle immortelle et intransigeante de ceux qui n'ont pas la parole.